Salut, c'est Thomas Poutot. Et aujourd'hui, au micro de l'autre radio pour le podcast Splendid, j'ai le plaisir de recevoir un enfant du ciel et des tempêtes, le poète, slammer et romancier, Marc-Alexandre Obambe dit Capitaine Alexandre. Capitaine Alexandre est à la tête d'un navire qui prend l'eau, le vent, la terre et le feu, capitaine qui tonne des chants d'oiseaux et appelle de ses vœux, à écrire sur le fleuve poésie, des histoires ivres comme les bateaux, des contes d'en bas, des contes d'en haut, des contes de fées, des contes des faits, des comptes rendus, des contes tordus, et il y a ces mots qui coulent à flot. J'entends chez lui que l'amour, la poésie, c'est le même pays, c'est sa patrie. Mais dis-moi, capitaine, toi qui erres sur le chemin des étoiles, qui de la lune ou du soleil tombera le premier? Parce que chaque jour c'est le grand remplacement et personne ne semble s'indigner que jamais ils ne seront amants. Mais dis-moi, capitaine, pendant que certains veulent faire de la thune, qu'est-ce que ça fait pour toi de slammer sur la lune? Bonjour Thomas et merci pour cette introduction d'anthologie. Alors je suis encore dans la musique de tes mots, de tes phrases et je ne suis pas sûr de me souvenir de la question que tu viens de me poser parce que je suis encore dans la musique de ton poème. Donc merci d'avoir ouvert comme ça cet échange, cette conversation ensemble. C'est un plaisir, donc je vais pouvoir la répéter. Qu'est-ce que ça fait pour toi de slammer sur la Lune? Parce que justement, tu as créé un collectif, on a slamé sur la Lune. Ah, ça me garde vivant, ça garde aussi éveillé, réveillé l'âme d'enfant que je garde au fond, que je tente de préserver de la violence et du cynisme du monde. Slammer sur la Lune, c'était un rêve de gamin. Aller sur la Lune est devenu slammer sur la Lune grâce à la rencontre avec des ménestrels, avec des troubadours modernes, avec lesquels j'ai le bonheur depuis 15 ans d'arpenter mes vertiges, leurs vertiges et plein de pays du monde pour partager le feu des mots. Et oui, ça garde éveillé et réveillé une âme d'enfant, la mienne. Et depuis la Lune, justement, quelle vision tu as sur les autres êtres humains, sur la Terre? Alors, ce qui est beau, c'est que quand on prend de la hauteur, on peut adosser sa pensée et peut-être même sa vie aussi à ces mots d'Albert Camus, la nuance et le luxe de l'intelligence. On peut apprendre à nuancer. On peut regarder les gens d'en haut sans les prendre de haut. Et on peut se regarder nous-mêmes aussi, avec un peu de distance, un peu de recul, un peu de hauteur d'âme. Et ça permet de sans cesse se remettre en question, de sans cesse remettre en question les présupposés. C'est aussi une manière, mais je pense finalement pour nous, je parle au nom du collectif, de rester vraiment adossé à ces mots de Camus et au sens de la nuance en fait. Et tu parles de se regarder, de se voir aussi. Finalement, moi, je suis passé à côté de cette présentation de toi, mais quelle vision tu as de toi-même? Alors, quelle vision j'ai de moi-même? Une vision tendre. Voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour l'homme que je suis devenu, pour l'enfant que j'étais, pour le poète que j'aspire à être. J'ai beaucoup de tendresse et cette tendresse permet d'escalader les désastres et de m'aider à escalader les désastres aussi. D'ailleurs, je me regarde avec beaucoup de tendresse. Je regarde un gamin qui avait 15 ans à Douala, qui rêvait de devenir écrivain, qui a publié maintenant une dizaine d'ouvrages et qui rêve toujours de devenir écrivain. Et je trouve ça beau de ne pas avoir changé de rêve en autant d'années. Et donc, il y a beaucoup de tendresse dans le regard que je porte sur mon parcours, plus que sur moi. Parce que finalement, c'est d'abord un parcours qu'on regarde. Tu dis j'espère être poète, tu dis aussi je rêve d'être écrivain. Tu penses que ça n'a pas de fin? Tu penses que tu es dans cet état et tu souhaites le rester, ou tu penses que justement un jour tu seras écrivain et ça s'arrêtera là? Alors, je sais pas du tout ce que c'est que d'être. J'aime beaucoup Glissant pour ça. Il dit rien n'est vrai, tout est vivant. Et je trouve que cette phrase, elle me va bien. Rien n'est vrai, tout est vivant. Et j'aspire à être. Je trouve que c'est tellement beau d'aspirer à et d'espérer, de tout espérer, sans rien attendre, jamais. Tout espérer. Et quand les choses arrivent, elles seront des accidents heureux.
Tous les livres que j'ai publiés sont des accidents heureux et j'espère qu'il y en aura d'autres encore. L'idée, c'est de continuer à se mouvoir vers un idéal et vers un songe porté, en fait. Et en ce sens, oui, j'aspire toujours à être écrivain malgré les publications, les distinctions, malgré la reconnaissance. J'aspire toujours à être écrivain. Rencontrer tes livres, c'est aussi des accidents heureux que j'ai eu la chance notamment de découvrir. Mais comment dire, est-ce qu'il ne faut pas manquer d'air aussi pour slammer sur la Lune? Est-ce que j'entends par là est-ce qu'il faut du courage pour accepter, je dirais, cette vie d'artiste, de troubadour des mots, de jardinier, de papier fleuri? Est-ce que ça nécessite un courage ou en fait c'est venu naturellement parce que c'est aussi ce que tu es et c'est aussi ce à quoi justement tu aspires? Alors, je pense que c'est vraiment ça d'abord. C'est que moi, j'ai besoin de ça pour respirer et on n'a pas besoin de courage pour respirer. On respire parce qu'on veut rester vivant, en fait. C'est pas tant une question de courage, c'est d'abord une nécessité. C'est d'abord une affaire impérieuse comme ça, la vie, l'urgence à vivre. Et dans mon urgence à vivre, il y a la poésie. Il y a la poésie à écrire, la poésie à dire, la poésie à partager, la poésie à transmettre, la poésie à rendre inévitable et contagieuse. Il y a cette urgence-là chez moi. Et ce que je fais ne nécessite pas de courage, ça nécessite des sacrifices parfois, parce que c'est du temps sur la route, c'est beaucoup de semaines, de mois de tournée. Mais c'est des sacrifices par rapport à d'autres choses importantes dans ma vie, parfois, mais c'est toujours adossé à un sens et à un rêve qui est plus grand que moi, en fait. J'ai l'impression, en tout cas. Et j'ai la chance d'avoir des enfants aujourd'hui qui partagent ça et qui comprennent ça. J'ai un fils qui a 20 ans, qui fait de la musique, qui aspire à la même vie d'artiste. Ça veut dire que ces sacrifices-là lui ont transmis quelque chose aussi, c'est-à-dire de tenir aux rêves qu'on a et d'avancer dans la vie sans crainte et confiant en cette vie aussi et en ses rêves. Tu parles de ton fils. Est-ce qu'il y a un côté, comment dire, est-ce que tu as une envie de léguer comme une forme d'apprentissage aussi à travers tes textes? Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose qui est secondaire finalement? Non, alors léguer, je n'utiliserai pas ce verbe-là, mais transmettre, oui. Ce qui est encore un peu différent, il y a une petite nuance entre les deux. Transmettre, oui, mais c'est aussi la manière dont j'ai été élevé. Moi, je viens d'une famille où la transmission a une place capitale. Ma mère était prof de lettres, de philo et de français à Douala au Cameroun. Mon père était mécène culturel. Ma grand-mère contait comme ça sous le manguier à Bonapriso des choses absolument incroyables. Et moi, j'ai grandi, j'ai fait mes humanités sous le manguier avec ma grand-mère. Et transmettre, c'est vraiment quelque chose qui a une importance capitale. Et d'ailleurs, dans la culture bantoue, la mienne, donc, au Cameroun, en Afrique centrale, on dit qu'être un homme, c'est ajouter un peu à l'héritage qu'on a reçu. Et moi, j'aspire à être un homme qui ajoute un peu à l'héritage qu'il a reçu. Et donc oui, ça fait partie au-delà de mon geste d'écrire, au-delà de mon geste de dire, donc de ma vie d'artiste. Il y a ma vie d'homme d'abord, qui se joue là, à cet endroit, par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation. Et que je ne renie pas, au contraire, que je porte avec honneur, avec bonheur, et que je tente de porter le mieux possible. Donc la transmission fait partie de mon être, oui. Dans le champ lexical que tu utilises, transmission, geste d'écriture, chemin, se mouvoir, finalement, il y a toujours quelque chose qui engage le corps. Est-ce que ton corps est engagé aussi dans les mots que tu utilises? Oui, le corps, le cœur, l'âme. On ne fait pas les choses à moitié dans la famille. Ça a toujours été un peu comme ça. Non, le corps, le cœur, l'âme. Je parlais de ma mère tout à l'heure. Elle animait un cercle de poésie à la maison quand j'étais gamin. Et j'entendais, mais depuis toujours, des gens dire des poèmes à voix haute. Des gens qui n'étaient pas des comédiens ni des comédiennes. Ce n'était pas leur métier, artistes. Ils étaient professeurs, ils étaient au chômage, ils étaient chefs d'entreprise, ils étaient amoureux de poésie. Ils récitaient Sénèque, ils récitaient Éluard, avec une passion incroyable. Et quand tu es enfant, ça te marque. Et tu te dis, ah ouais, la poésie, quand on la dit, il faut la dire avec ferveur, il faut la dire avec intensité, il faut la dire avec engagement. Je commençais à écrire des poèmes très tôt, j'ai commencé à rapper très tôt aussi. J'avais un groupe de rap à 16 ans à Douala. Et donc le corps a toujours pris sa part dans cette affaire du partage de la poésie. Le cœur, j'écris avec le cœur, j'écris à partir du cœur, mais le corps prend sa part à un moment donné, oui.
Et pour toi, quelle est justement, quelle vision as-tu de la poésie ou quel est l'état de santé de la poésie actuelle en France? Alors l'état de la poésie en France, alors je pense que on a la chance en tout cas de vivre dans un pays où la poésie est célébrée, où la poésie est portée. Et puis depuis l'avènement du rap, du slam, il y a en plus de nouveaux espaces qui s'ouvrent à la poésie, de nouveaux lieux, de nouveaux endroits où le poème vit et vibre. Et ça, c'est merveilleux parce que pendant un moment, la poésie était un peu une chose élitiste, en tout cas considérée comme telle. Et là, je vois depuis 10 ans un changement. Des jeunes parlent de poésie sans que ce mot écorche leur langue. Il y a 10 ans encore, quand on allait dans une classe, moi je me souviens et c'est une anecdote que je vais te partager, je rentre dans une classe en 4e ou en 3e à Bordeaux, la prof a dit aux élèves, vous allez rencontrer un poète, et il y a un élève qui pose la question comme ça, madame, un poète vivant. Et c'est pas un élève qui pose la question pour taquiner, c'est pas le gamin de la classe qui veut faire son intéressant, c'est une vraie question. Mais ça vient aussi questionner la manière dont la poésie est enseignée dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Pour qu'un élève de 3e pose cette question-là avec toute la sincérité du monde, un poète vivant, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui manquait ou qui manque dans la transmission de la poésie, en tout cas dans le milieu scolaire. Et aujourd'hui, la question ne se pose plus. J'ai refait un certain nombre d'interventions. Quand on annonce la rencontre avec un poète, plus personne ne dit un poète vivant, madame. Moi, je voudrais parler d'un poète justement qui est mort parce que notre podcast s'intitule Splendid, donc qui est la contraction du spleen baudelairien avec l'éclat du splendide. Finalement, d'une certaine manière, comment du pire on peut essayer de tirer le meilleur. Et je voulais t'interroger, est-ce que toi, tu es aux prises avec la bille noire, avec le spleen, qui était très cher à Baudelaire? Alors oui, mais comme tout le monde, mais je suis plus aux prises avec mon spleen parce que je pense que je l'ai... Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, je pensais que pour écrire, il fallait être malheureux. Mais aujourd'hui, je sais que c'est absolument pas vrai, en fait. C'est absolument pas vrai. J'ai écrit des pages et des pages et des pages sur le sourire de mes filles. Parmi les pages qui me touchent le plus, des poèmes et des poètes que je lis, il y a des pages de bonheur éclatant, il y a des pages de tendresse, il y a des pages d'amour qui font, à un moment donné, réaliser que la solitude, que la mélancolie, d'ailleurs à laquelle je préfère moi la mélancolie à la mélancolie, mais qui font réaliser que le spleen n'est pas le seul ferment de poésie. Mais quand on est jeune, quand on a 20 ans, quand on a lu Baudelaire, quand on a lu Rimbaud, quand on est comme ça, on pense que ce qu'il faut, c'est être un poète maudit. Mais en fait, quand on tombe amoureux, on n'a plus envie d'être un poète maudit. Quand on a des enfants, on n'a pas envie d'être un poète maudit. On se dit qu'il y a plein d'autres choses à célébrer aussi. Et puis après, il y a la grand-mère qui est là, qui te dit comme ça, des choses que tu n'oublies pas, qui te dit on ne peut pas dissiper les ténèbres par les ténèbres, il faut de la lumière, des éclats de lumière. Et là, tu dis, ah ouais, ma grand-mère avait raison, elle était poétesse aussi. Et tu fais en sorte qu'il y a un équilibre. Tu peux parler de la noirceur du monde, tu peux parler de la violence du monde, tu peux parler des ténèbres, mais il ne faut jamais oublier de parler de la lumière, en fait. Aussi parce elle existe, tu l'inventes pas, elle existe. Moi, quand mes filles sourient, le monde s'arrête, tu vois, il n'y a plus aucune guerre, il n'y a plus rien du tout en fait. Il y a leur sourire et le fait que ce sourire est la chose la plus précieuse et que j'ai comme mission, on parlait de transmission tout à l'heure, mais que j'ai comme mission de veiller sur ce sourire aussi. Et ça, je ne peux pas l'écrire autrement que en étant habité d'un lyrisme absolu. Et donc le spleen, oui, j'ai flirté avec le spleen et il m'arrive encore d'avoir des moments de spleen, mais le spleen n'est pas le seul ferment de la poésie. Et d'ailleurs, tu parles de Baudelaire, je dis Baudelaire dans quelques semaines, dans le cadre d'un événement à Paris, et j'ai choisi parmi les pages les plus lumineuses de Baudelaire, il en a quelques-unes aussi. D'accord, j'irai fouiller alors. Et toi, quelles sont justement donc tes influences parce que Capitaine Alexandre, c'était aussi le nom de guerre en résistance de René Char. Tu te fais aussi appeler de cette manière-là, mais quelles sont pour toi véritablement tes influences? Tu parlais aussi de Camus en début d'épisode. Oui, les influences, j'en ai quelques-unes, j'en ai beaucoup. J'ai eu la chance de vivre au milieu de livres, donc j'ai vraiment beaucoup de professeurs d'espérance. C'est comme ça que j'appelle
les poètes qui m'ont marqué, qui me marquent et qui m'accompagnent depuis l'âge de 15-16 ans. Donc tu viens de citer René Char, il y a Char, fondamental, comme Césaire. C'est vraiment Aimé Césaire et René Char, c'est les deux poètes qui m'ont fait réaliser à 16 ans que la poésie n'était pas seulement une musique de mots, la poésie n'était pas seulement une affaire d'écriture, que la poésie était la respiration de la femme et de l'homme debout. Et ça, c'est grâce à Césaire et à Char que j'ai compris ça très tôt et que j'ai eu envie de m'inscrire, ou plutôt d'inscrire mes pas et mes mots dans les pas et les mots de celles et ceux que je considérais comme mes professeurs d'espérance et de résistance aussi, puisque résistance n'est qu'espérance. Et donc, Mahmoud Darwish, que je pourrais ajouter à cette liste, là, mon panthéon comme ça de poétique. Georges Castera, poète haïtien incroyable. Franck Etienne, que je considère comme Dieu, c'est un poète haïtien aussi, et qui est absolument... enfin voilà, c'est une claque poétique, Franck Etienne. C'est quelqu'un qui tord la langue, qui invente des mots, enfin, oui, c'est un démiurge, c'est Dieu. Et puis il y a des mots comme ça, puisque je cite Franck Etienne, mais je ne peux pas citer son nom sans le citer. Que peut la littérature face à un innocent qu'on assassine? Que peuvent toutes les bibliothèques du monde face à un enfant qui a faim? Rien, et pourtant une seule phrase dans un seul livre peut bien sauver toute l'humanité. C'est quelqu'un qui dit des mots comme ça, des mots mantras qui accompagnent quand on sait écouter, quand on sait entendre, quand on sait ressentir. Et j'aime beaucoup André Chédid aussi, découverte sur le tard, découverte quand j'étais étudiant déjà. Là, les auteurs que je cite sont surtout les auteurs que j'ai découverts quand j'avais 15-16 ans et qui m'accompagnent depuis l'adolescence, en fait. Mais après, dans ce panthéon, il y a une poétesse comme André Chédid, il y a Emily Dickinson aussi, que j'ai découverte aussi sur le tard. Et puis, je pourrais aller peut-être un dernier, mais comme on dit en anglais, last but not least, Léon Gontran Damas, qui pour moi est le premier slammer, le premier rappeur. C'était un des membres du trio de la Négritude, Césaire, Senghor et Damas. Lui, c'était le poète guyanais et il était jazz. Quand on lit Damas, même quand on n'a jamais lu le texte, on a l'impression qu'on a un flow de dingue, alors qu'on est juste en train de le lire, en fait, sans effort. Et on a l'impression qu'on a un flow, mais qu'on a rappé toute sa vie, en fait, alors qu'on a juste ouvert une page. Et puis on est là. Citément un, citément un, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Et tu fais ça sans effort, juste en ouvrant la page. Parce que la musique est là, le jazz est là, le rythme est là. Et je pense qu'en ce sens, Damas, c'est peut-être le premier... je dis souvent ça à mes étudiants, c'est certainement le premier slammer, le premier rappeur de cette génération-là, en tout cas. Ok. Je pense que le libraire de Laval sera content quand on ira le dévaliser de tous ces noms-là qui font partie de ton panthéon. Et justement, dans ton processus créatif, tu parlais du sourire de tes filles. Comment émerge l'idée d'un texte? Sont-ce des images, des sons, des mots? C'est une émotion toujours au départ en fait qui provoque l'écriture chez moi. La poésie en tout cas c'est vraiment toujours une émotion. D'abord une émotion. J'ai besoin de ressentir pour écrire. Je dis souvent à mes étudiants aussi, on écrit toujours à partir d'un lieu. Certains à partir d'une région, d'une ville, d'un pays. Moi j'écris à partir du cœur en fait. J'ai besoin de ressentir. J'ai besoin que mon cœur soit transpercé par la beauté, par la tendresse, par l'amour, par la révolte, par la violence, et là j'écris. Dès que je ressens quelque chose là, assez naturellement, je vais chercher un stylo et je vais noter j'ai des 1000 carnets comme ça que je trimballe avec moi partout, que j'appelle mes carnets de vertige, et je vais noter des choses. Et parfois, ce que je note va se retrouver dans un poème, dans un recueil, dans un livre, mais c'est vraiment toujours une affaire de cœur-versation avec moi-même en fait. Et j'ai besoin de ça. Donc le process créatif, c'est vraiment une fois que je suis touché, ému, je vais accoucher de mots qui traduisent cette émotion-là, quelle qu'elle soit. Et après, pour les romans que j'ai publiés, c'est encore autre chose, mais finalement, même ces romans-là sont nés d'abord d'une émotion de rencontre formidablement humaine, qui m'ont amené à écrire des histoires au long cours parce que je voulais rendre hommage à des gens que j'avais rencontrés.
Donc tu vois que même pour le roman, finalement, ça a été exactement la même chose. C'est d'abord une émotion qui a guidé l'écriture de ces textes-là, en fait. Question terminale, on termine toujours avec la même chez Splendid. Est-ce que justement tu as des recommandations pour, je dirais, lever sur le bord des routes des soleils ou plutôt pour sortir du vague à l'âme? Des recommandations, la poésie, médecine pour l'âme, lire de la poésie et la lire à voix haute pour la ressentir, pour ne pas se noyer en mots troubles. Lire de la poésie et la lire à voix haute. En écrire aussi, si on en a envie, s'autoriser à écrire, parce que finalement, écrire, c'est prendre de ses nouvelles et c'est s'en donner aussi. Alors même si on ne veut pas être écrivain, même si on ne veut pas être poète, écrire, c'est laisser une trace, et une trace pour soi. C'est figer quelque chose d'un instant, et parfois ça fait du bien de figer des choses comme ça, parce qu'on y revient et on se dit « Ah ouais, je pensais ça il y a 10 ans, je pensais ça il y a 3 mois, je pensais... » Et parfois, rien n'a bougé, et parfois plein de choses ont bougé, et on réalise aussi qu'on a bougé. On ne s'était pas rendu compte de ça. Donc lire de la poésie à voix haute et essayer. Alors c'est une recommandation qui n'est pas une recommandation littéraire, mais qui est une recommandation dans la vie. Essayer de vivre adossé au sens. Dans un monde qui en a de moins en moins, ou qui semble en avoir de moins en moins, réaliser qu'il y a quand même beaucoup d'éclat de lumière et de sens ici et là, et qu'il faut essayer de ne pas passer à côté, en fait, pour son bien-être et la santé de son âme, on va le dire ainsi. Très bien. Merci beaucoup, Marc-Alexandre. Merci à toi, merci Thomas, merci à Splendid. J'adore le nom de votre podcast. Merci beaucoup. Et merci à l'autre radio également. Merci.